envie de se le faire expliquer. C'est une expérience et un parcours qui nous fait vivre. On voit un mélange dans des matériaux très, très nobles. Que j'ai vraiment vécu quelque chose. Vous écoutez À l'Est de vos empires. Salut les esthètes, ici Michel à la barre de l'émission cette semaine avec Sévia et Hugues. Vous allez bien, Sévia et Hugues? Toujours caché avec toi, Mich. Toujours. Donc là, cette semaine, pour une deuxième fois, on fait un enregistrement pirate à distance pour le plaisir de vos oreilles et de vos yeux. Et on a un concept spécial pour cette fin de saison, étant donné qu'on a pensé organiser un speed dating, c'est-à-dire qu'on a une série d'invités qu'on a sélectionnés parce qu'ils et elles ont tous et toutes fait des résidences quelconques dans les dernières semaines à Québec. Et on a des questions à leur poser. En gros, le concept, c'est que pour chacun et chacune de nos invités, on va leur poser la même série de 4 questions. Et les personnes qu'on reçoit cette semaine, c'est Camille Cyr, qui a récemment fait une résidence avec Engramme. On a également Anne-Sophie Blanchet, qui a fait une résidence croisée avec la Chambre Blanche et le Centre Transculture en Belgique. On va avoir Hugues qui fait une entrevue justement avec Alain Vergifos qui réalisait avec Anne-Sophie Blanchet cette résidence croisée. Et on a également Benjamin J. Allard qu'on va recevoir en entrevue qui faisait une résidence avec qui, c'est? À la Chambre Blanche également, ils sont très forts, très, très forts sur les résidences ce mois-ci, en fait. Et finalement, notre dernier invité est Philippe Tremblay, qui est en résidence et création à l'Œil de Poisson depuis un certain moment déjà. Là, c'est une très longue résidence, donc j'ai très hâte de savoir là, ce qu'il nous réserve. Avant qu'on saute directement dans nos petites entrevues rapides avec tous ces invités fascinants, je voulais vous demander, les amis, est-ce que vous avez fait quelque chose de culturel dans la dernière semaine? Comme je peux dans la situation actuelle. Ceci dit, là, je dois dire, j'ai eu la chance en tant que journaliste culturelle de pouvoir assister à une exposition que personne n'a pu voir. C'est-à-dire que je suis allée voir le récital des 10 mandats, une exposition collaborative entre Philippe Gagnon et Laurence Gravel, qui aurait dû avoir lieu à la Charpente des Fauves et qui aurait dû se terminer la semaine dernière, je crois. Mais par chance, moi, j'ai pu y aller, j'ai pu aller prendre des photos et profiter de cette exposition-là que j'attendais quand même depuis un certain moment puisqu'elle s'est fait reporter puis déplacer dans le temps. Et franchement, ça valait vraiment la peine. Heureusement, j'ai pu prendre des photos qui ont été partagées notamment par la bande vidéo et qui permettent un peu de vivre l'expérience, je dis un peu, à tout le moins de comprendre ce qu'ils ont tenté de faire, qui était assez simple. Là, ils se sont intéressés aux différents mandats des différents centres d'artistes de la Ville de Québec et organismes comme Première Ovation, notamment. Ils ont donc retranscrit ces mandats-là et ont tenté un peu de les apprendre à la manière du théâtre. Donc, il y a vraiment toute une performance de Laurence Gravel qui tente d'apprendre les textes pendant très, très, très longtemps, qui les remarche, il se rend compte qu'ils se répètent, ils ne sont pas tellement clairs au final. Et finalement, il y a aussi toute une recherche sur la manière d'écrire la diction qui a été travaillée finalement là, plus du côté de Philippe Gagnon et qui a été retranscrit en fait sur des longs panneaux. Donc, pour comprendre tous les codes qui sont inscrits, on doit aller référer à un autre livre. Bref, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans ce... J'ai le goût de dire un spectacle plus qu'une exposition parce qu'il y a vraiment quelque chose d'installatif et très, très près du théâtre également, malgré le fait qu'il n'y a pas de personne dedans. Donc, j'ai vraiment aimé mon expérience. J'aurais voulu que ce soit accessible au public. J'ai tenté de vous la rapporter, mais je vais vous en parler plus la semaine prochaine. Excellent. Puis toi, Hugues? Écoutez, de mon côté, grosse fin de session, je suis dans mes livres, en train d'écrire mes travaux, présentation orale, fait que plein de trucs en même temps. Puis mélangé au fait que tout est fermé, en sorte que les événements culturels se font plus difficiles. Par contre, pour sortir des films, parce qu'on dirait que j'ai l'impression que j'écoute toujours des films et je parle de films que j'écoute quand je viens ici, j'ai acheté un nouveau vinyle
pas longtemps, à la Société des loisirs, qui est un disquaire café que j'adore. Je fais une petite pub ici. Donc, ça s'appelle Cocoroco, qui est un collectif, c'est du Afrobeat. C'est sorti en 2019-2020, si je pense. L'album s'appelle Cocoroco, c'est un EP. C'est 4 chansons, c'est tout court, mais c'est du pur plaisir. Ça s'écoute tellement bien et ça s'écoute en boucle. C'est tellement court, mais la succession des chansons se fait tellement fluidement. Donc, vraiment, c'est pas trop agressif comme Afrobeat non plus. Il y a une belle variation dans les beats, dans les thèmes. Donc, si je peux dire, mon activité culturelle, c'est d'avoir écouté cet album-là encore et encore. Je suis un grand fan. Donc, voilà. Avec la petite référence au rococo, c'est sûr en tant qu'historienne de l'art, ça m'allume déjà. Eh bien, moi, avec l'arrivée des Oscars du week-end dernier, je me suis dit que j'allais essayer de voir un à un les films qui ont été nommés. Et j'ai regardé la semaine dernière le film Another Round, qui est une direction de Thomas Vinterberg, un film danois. Moi, j'avais vu par le passé un autre film du même directeur qui s'appelait The Hunt et qui avait le même acteur finalement que dans Another Round. C'est Mads Mikkelsen, l'acteur que je faisais la blague tout à l'heure, le seul acteur danois qu'on connaît vraiment bien là, à l'international. C'est lui qui jouait Hannibal, entre autres. Mais bref, c'est un film absolument excellent qui était à la fois empreint d'une grande joie de vivre et d'énormément d'anxiété. C'était assez étrange comme rapport, mais en gros, c'est 4 amis, des hommes dans la quarantaine qui sont professeurs à une école secondaire et qui choisissent ensemble de former une espèce de pacte pour faire une expérimentation à la fois psychologique et sociale, c'est-à-dire d'essayer de maintenir en tout temps pendant leur semaine de travail au complet un taux d'alcoolémie à 0,05% en tout temps. C'est-à-dire que là, ils vont se mettre à boire en secret pour toujours être juste un peu pompette, puis c'est pour vérifier la théorie comme quoi, avec juste un tout petit peu d'alcool, on serait toujours plus heureux, plus confiant et donc mieux accompli en général dans notre vie. Puis, comme on peut se l'imaginer, ça va vraiment virer mal. Mais bref, en théorie, c'était une bonne idée. J'étais vraiment dans l'espoir de pouvoir boire en permanence et je suis un peu déçue. Ouais, je pense que c'est surtout de réussir à garder toujours le 0,05 qui est le grand défi. Ouais. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans nos entrevues. Puis, on se dit à la semaine prochaine, entre-temps. On continue avec le speed dating avec mon invité à moi, Benjamin J. Allard. Salut Benjamin! Bonjour Sylvia. Qui présentement est en résidence à la Chambre-Blanche, une résidence qui se nomme les périodiques sonores et l'art de recherche, qui a commencé le 13 avril dernier et qui se continue jusqu'au 4 juin en temps normal, et qui sera présenté le 16 juin prochain à 18h. Évidemment, on va vous tenir au courant à l'Est de vos empires sur tous les détails pour assister à cette présentation-là. Mais comme on a seulement 9 minutes maintenant avec Benjamin, je commence tout de suite avec mes premières questions afin de mieux le connaître et vraiment voir si notre date va fonctionner. Je te demanderais donc, pour cette résidence-là, qui s'étale quand même là, sur près de 2 mois, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette résidence-là? Qu'est-ce qui t'a amené aussi à t'intéresser au projet d'art sonore et au projet de périodique sonore plus spécifiquement? Ben, ma fascination pour le son vraiment remonte depuis très longtemps. On ne remontera peut-être pas jusque-là. Mais je suis un amoureux des sons, je suis un amoureux de la radio. Je pense que notre speed dating va bien aller là parce que j'aime aussi À l'Est de vos empires. Et puis, j'ai moi-même fait de la radio, une émission qui s'appelait Radio Atelier à CIBL, qui est présentement sur pause. Mais toute ce 2 ans-là de faire de la radio communautaire, de parler à des artistes, nous, on faisait également des segments de création à notre émission, m'a fait découvrir tout un pan
du monde sonore, donc qui n'est pas nécessairement de l'art sonore, qui n'est pas nécessairement de la musique, qui est des entrevues, mais qui sont également des entrevues créatives. Et puis, c'est un monde qui m'a fasciné. J'ai écrit un texte sur une publication qui s'appelle Coucou, où j'ai commencé à regarder puis investir ces questions-là de prise de parole, de communauté, de la relation entre le partage des idées, puis la conversation et puis l'art. Et puis, ça m'a donné envie d'en connaître davantage, en fait. C'est pour ça que j'ai proposé cette résidence à la Chambre-Blanche, pour vraiment me poser, puis me poser les questions. Où ça a commencé? Qui sont nos ancêtres là, qui faisaient ce genre de pratique-là? Mhm. Puis là, on sait, ça fait à peine là, 2 semaines que tu as commencé cette résidence-là. Donc, tu es tout début là, d'une recherche où tu profites finalement des installations de la Chambre-Blanche. Mais dans ces 2 semaines-là, dis-moi, est-ce qu'il y a eu un apprentissage ou une découverte en particulier qui a marqué ton expérience? Ben oui, déjà, il y a plein de choses. D'abord, il y a des livres que ça fait des années que je veux lire, que je prends finalement le temps pour m'asseoir et lire, par exemple Radio Rethink. Mais dernièrement, j'écoutais un podcast, ça s'appelle How Sound. Puis je crois que tu pourrais l'aimer, Sylvia. C'est un podcast sur comment des podcasts sont faits, comment la radio est faite. Et à l'épisode du 13 avril, Who are those people in podcast credits? Il parlait avec les créateurs de Norco 80, qui est un podcast sur la police aux États-Unis. Et il parlait de leur position comme entrevue, puis leur position un peu éditoriale. Et je trouvais ça vraiment fascinant. Et puis, il nous rappelait d'une certaine manière que qui parle, qui prend position, qui on est en tant qu'intervieweur ou en tant qu'artiste, ça change la manière dont on conduit une conversation. Puis je trouvais ça super intéressant. Puis c'est pour ça que dans ma recherche, je veux porter une attention particulière à ce qu'on pourrait appeler la position du sujet, mais à qui parle ultimement. Mmh. Donc, j'imagine que tu vas décortiquer ça au fil des prochaines semaines et tu vas pouvoir nous en parler à mon sortie de résidence en juin prochain. Mais là, je me demandais, et je fais mon mea culpa, j'ai sauté une question, j'y reviens donc. Cette question, c'est comment est-ce que les recherches que tu fais à la Chambre-Blanche s'inscrivent dans ta pratique plus générale? On le sait, tu es un fan de son, tu as animé de la radio, mais tu es également un artiste, tu es également un enseignant. Comment est-ce que tout ça va s'inscrire finalement dans la vie de Benjamin? Oui, puis j'ai déjà commencé à y répondre d'ailleurs, hein, la première question. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Puis oui, je me définis comme un artiste, puis je crois que cette recherche-là va également nourrir ma pratique artistique. Je m'intéresse à toutes les créations reliées à ce qu'on appelle la critique institutionnelle, donc la relation entre des institutions, des administrations, des technologies, puis comment ces processus extra-artistiques, en fait, changent la création, puis comment la création est également imbriquée dans un réseau social. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent. Mais également, si on parle de moi en tant que personne, je suis également un travailleur culturel. Donc, je travaille, par exemple, avec l'Alliance des arts médiatiques indépendants sur différents projets. Et puis, j'aime beaucoup cette orientation-là, si on veut, du travailleur culturel, du créateur radio, qui n'est pas nécessairement un artiste, même peut-être de l'archiviste, du designer. Alors, ça s'inscrit également dans une recherche qui est presque historique. Une des choses, et là, il y a la 4e question là, que peut-être que je devance un peu, mais une des choses qui m'intéresse beaucoup avec cette recherche-là, c'est vraiment de me baser sur l'histoire, de tenter de faire une chronologie, pas tenter d'appliquer des processus artistiques aléatoirement ou simplement pour faire de l'art, laisser l'art émerger là où il va y avoir une raison, puis également de regarder l'histoire telle qu'elle nous apparaît à travers les documents. Donc, c'est ça. Donc, j'essaie d'apporter vraiment toutes mes identités, tous mes chapeaux avec cette recherche-là et pas seulement mon identité d'artiste.
Mhm. Tu l'as dit, tu devances un tout petit peu ma question, mais pas tant que ça, finalement. Là. Moi, je me demandais qu'est-ce qui va ressortir ou qu'est-ce que tu espères, du moins, faire ressortir de cette résidence-là? Est-ce que tu as des fins en particulier? On sait notamment qu'il va y avoir une sortie de résidence officielle, tu vas faire une présentation, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu vas avoir comme finalité? Ben oui, donc il y a cette fin de résidence-là, le 16 juin, où je vais présenter un peu mes recherches. Je vais tenter d'être pas très académique. Je vais présenter quelque chose comme des podcasts intéressants à écouter pendant l'été. Donc, prendre un peu ce biais-là, grand public, pour faire écouter des pièces intrigantes et intéressantes. Il y a peut-être un article que j'aimerais écrire qui se poserait la question où est la radio quand on parle d'art de recherche. Il y a également des opportunités artistiques. Donc, notamment cette année, je fais partie d'un collectif qui s'appelle On Aura. C'est avec Marie-Claude Gendron, Sonia Zatanova, Michel Lacombe, François Rio, etc. Puis, avec Félix Chartré-Lefebvre, on va faire une publication sonore justement documentant les créations qui se dérouleront. Et donc tout ça. Puis j'aimerais peut-être inviter les auditeurs et les auditrices d'à l'Est de vos empires à me contacter s'ils ont, eux et elles-mêmes, des idées, des podcasts qu'ils aiment, des émissions de radio, des choses que leurs parents écoutaient, des animateurs, des animatrices intéressantes. J'aimerais compiler ça et puis me nourrir de ces informations-là pour faire ma recherche et ultimement faire ressortir des fleurs, une plate-bande et un jardin botanique, qui sait. Mais là, dis-moi, c'est sûr qu'on va dire à nos auditeurs de te contacter, mais on a besoin de savoir comment est-ce qu'on fait. Ouais, ben j'ai un site internet, benjaminjallard.com, et puis une option contact avec presque tous mes contacts, donc Instagram, Facebook, même un courriel. Je crois bien que mon courriel est là. Un LinkedIn, si on veut parler au travers culturel. Alors, toutes les options sont bonnes. Parfait. Benjamin, merci beaucoup pour ces quelques minutes de ton temps. Malheureusement, c'est tout ce qu'on pouvait t'offrir en ce moment, mais on va t'envoyer nos auditeurs et auditrices pour qu'eux puissent au moins te donner là, des bonnes idées, des suggestions et t'accompagnent dans ta recherche. Benjamin Giallard, merci beaucoup. Ben, merci de l'invitation, puis bonne fin de journée. Je reçois en Zoom l'historienne de l'art et commissaire d'exposition Anne-Sophie Blanchet, qui est de Québec et qui a participé du 24 mars dernier et c'est encore en cours jusqu'au 1er mai à une résidence croisée en création numérique art-sciences organisée par la Chambre Blanche à Québec et Transculture, le Centre interdisciplinaire des cultures numériques et sonores à la Louvière en Belgique. C'est une résidence croisée qu'elle fait avec l'artiste Alain Vergier-Fosse autour d'une même création prospective. Vous avez pu échanger ensemble, etc. Et donc, bonjour Anne-Sophie, merci de te joindre à moi. Merci pour l'invitation. Ma première question pour toi, là, ce serait de te demander qu'est-ce qui t'a amené à faire cette résidence croisée? Oui, bien en fait, le principe même de cette résidence croisée-là m'intéressait à la base. C'est pas la première fois que Transculture et la Chambre Blanche collaborent ensemble pour faire une résidence croisée, pardon. Mais c'est la première fois qu'ils voulaient jumeler une chercheure avec un artiste. Habituellement, c'est un artiste plus conceptuel avec un artiste plus technicien qui sont amenés à collaborer ensemble là, pour un projet commun. Mais là, c'était la première fois qu'on jumelait recherche en histoire de l'art et art actuel. Donc, le principe en tant que tel m'intéressait. J'ai une pratique personnelle en commissariat d'exposition. C'est une posture que je joue une fois de temps en temps, le rôle d'une observatrice, de prendre un certain recul, d'accompagner les artistes, de donner des inputs une fois de temps en temps, mais surtout d'être là pour observer leur travail et poser un regard plus analytique par la suite. Donc, je trouvais que c'était une occasion pour justement avoir un lien très privilégié
intime sur une longue durée avec un artiste et pouvoir voir tout le processus créatif qui part d'une idée et qui finalement, par la force des choses, va se transformer, va s'adapter à la situation. Faut savoir qu'on a commencé la résidence, on n'était pas en pandémie. En fait, on se l'est fait proposer, on n'était pas en pandémie. Donc, il y a beaucoup de choses finalement, comme tu peux t'en douter, qui ont changé en cours de route. Et l'idée était vraiment de pouvoir assister à ça aux premières loges tout au long du processus et d'apporter mon grain de sel sur le plan philosophique, histoire de l'art et conceptuel. Mm-hmm. Puis justement, l'artiste Alain Vergifos, avec qui tu as été jumelé, c'est un artiste qui œuvre, qui travaille des images et qui en élabore un traitement numérique, un traitement sonore. Et je voulais te demander, donc toi, dans ton rôle de chercheur, finalement, dans cette résidence croisée, dans tes échanges avec l'artiste, est-ce qu'il y a des éléments, des enjeux qui finalement s'inscrivent aussi de manière un peu plus générale dans tes questionnements en tant que chercheur? Oui, mais en fait, il y en a plusieurs. À la base, Alain, c'est un artiste performeur. Donc oui, c'est un artiste des arts numériques, mais il se produit en temps réel, en performance assez souvent, surtout pour sa production en art sonore, mais aussi pour son travail de l'image, parce qu'il va créer des installations immersives avec différents senseurs qui vont interagir avec la présence des spectateurs dans la salle d'exposition. Puis, en fait, avant de commencer la résidence, je connaissais peu le travail d'Alain, même si c'est un artiste qui est quand même pionnier dans son domaine. Il travaille depuis les années 80 en art numérique, donc c'est quand même une pointure, si je peux dire. Mais il a toujours été très axé sur la diffusion de son travail en live, en présentiel, ce qui a fait en sorte que la fortune critique sur le web, dans les revues, demeure assez fragmentaire. Mais tout ça pour dire que j'en reviens à mes propres intérêts par rapport à son travail. C'est d'abord en lien avec la façon de produire en temps réel et d'impliquer le spectateur dans sa pratique. C'est deux enjeux qui sont omniprésents dans mes intérêts de chercheur depuis le début, depuis la maîtrise, puis ensuite au doctorat. Je m'intéresse beaucoup à la façon dont l'artiste pense son œuvre en fonction de qui la regarde et la façon dont le message peut se transformer selon l'interprétation et aussi la présence des corps en face des œuvres. Et c'est vraiment une dimension qui est fondamentale dans sa pratique. Pour ce qui est des arts numériques, c'est quelque chose que j'apprends à explorer aussi de plus en plus dans les dernières années. Je suis partie de la performance et de l'art conceptuel pour tranquillement m'intéresser de plus en plus à l'art sonore et aux pratiques des nouveaux médias. Donc, c'était aussi une occasion pour moi d'apprendre au contact d'un artiste qui œuvre dans ce domaine-là depuis plusieurs années. C'était une façon pour moi de parfaire mes connaissances dans ce domaine-là. Puis justement, là, c'est comme tu mentionnais, c'est une résidence qui s'est quand même étendue dans le temps. Je ne l'ai pas encore mentionné, mais il y avait une première phase de la résidence qui s'est déroulée en novembre-décembre 2020. Puis là, on est déjà dans la deuxième phase. Donc, au fil des recherches, des apprentissages, est-ce qu'il y a une découverte en particulier qui t'a marqué lors de l'expérience de la résidence jusqu'à présent? Bien, en fait, je ne sais pas comment exprimer ça. C'est l'issue de cette résidence-là s'est avérée beaucoup plus humaine qu'on l'aurait anticipé au départ. On avait plein de beaux projets. On rêvait de pouvoir aller faire des expérimentations dans des laboratoires de physique optique, de pouvoir manipuler les lasers, les prismes et tout ça en présence dans les laboratoires et produire des images que j'aurais ensuite analysées de mon point de vue d'historienne de l'art, mais finalement, avec le contexte de la pandémie, c'est plus un travail de méthodologie qu'on a établi ensemble. On a lancé des perches pour faire des entrevues avec des scientifiques, notamment en physique optique, mais finalement, on s'est aussi intéressé à des scientifiques en biologie et en chimie pour pouvoir mettre la table sur d'éventuels projets en laboratoire, mais en fait, on s'est servi de ce temps privilégié-là pour préparer le terrain, si on veut.
Mais au-delà de ça, si je prends un pas de recul puis que j'observe ce qui s'est passé, oui, il y a le projet qui menait à la production d'images et de sons qui a été pensé par Alain, mais il y a aussi toute la réflexion sur la création à distance, en temps de pandémie, dans la solitude. L'écriture aussi, pour la chercheure et l'historienne de l'art que je suis, seule, privée de ses livres et de l'accès à la bibliothèque. Donc, il y a comme un rapport à soi, un repositionnement aussi par rapport à la pertinence de ce qu'on fait en ce moment, pourquoi on le fait envers et contre tout, pourquoi on cherche des moyens de diffusion autres, on s'est fait dire à plusieurs reprises de se réinventer, puis autant ça pouvait me faire grincer des dents au départ que je me suis rendu compte avec la force des choses que oui, c'est important de continuer d'aller de l'avant, de préparer le terrain, que oui, c'est pas possible pour l'instant, mais ça le sera éventuellement. Puis c'est important de se battre pour que ces choses-là, ce savoir-là, ce matériel visuel, ces œuvres-là soient diffusées de différentes manières, puis que finalement, il y a du positif à en tirer. Mm-hmm. Donc, ça a été une réévaluation de la pertinence de mon travail de commissaire, de chercheuse, puis aussi du rôle très proactif des centres de diffusion comme la Chambre Blanche ou Transculture qui ont repensé leur programmation au complet et qui ont pensé à des choses innovantes pour diffuser le contenu scientifique et artistique qu'ils travaillent tous les jours à produire. Puis là, à l'issue de cette résidence-là, qui arrive déjà à sa fin au début du mois de mai, qu'est-ce que finalement vous espérez en tirer comme finalité? Est-ce qu'il va y avoir une diffusion quelconque qui va permettre au public à la fois au Québec et en Belgique de pouvoir profiter de ce qui s'est tramé entre vous lors de cette résidence? Oui, ben en fait, on a pensé à plusieurs petites choses. Au terme de la première phase de la résidence, Alain a produit deux moutures de vidéos qui sont plus expérimentales. Je ne suis pas certaine qu'il les considère comme des œuvres à part entière, mais vraiment comme des esquisses préparatoires. Il a travaillé avec des lasers qu'il avait à sa disposition, des prismes qu'il a achetés sur Amazon, pour ne pas le nommer. Puis, il a filmé ces expérimentations visuelles-là pour produire des vidéos qui seront à peaufiner finalement avec des outils plus technologiques en laboratoire lorsque ce sera de nouveau possible. Donc, j'ai l'impression que cette vidéo-là est un avant-goût de ce qui sera produit. Ça donne une idée du potentiel aussi de création de ce travail visuel-là qui est en cours. Mais Alain souhaite en présenter aussi une remouture là, à la fin complètement de la résidence. Puis, on a rencontré différents scientifiques par Zoom au cours des dernières semaines durant la deuxième phase de résidence. Ces entrevues-là très informelles nous ont quand même permis d'établir un super beau réseau à travers différents domaines scientifiques à Québec et Montréal. Et finalement, ben, comme je le disais un peu plus tôt, ça va nous permettre de planifier un éventuel voyage. Lorsque ce sera possible, Alain va pouvoir venir au Québec, puis on va aller dans ces laboratoires-là, puisque le contact a été établi, qu'on a établi aussi un protocole de production, de recherche et tout ça. Donc, on sait comment attaquer le travail quand il va pouvoir venir au Québec. Puis moi, ultimement aussi, j'aimerais pouvoir aller en Belgique pour prendre le pouls de ce nouveau réseau-là qu'on a créé là, au cours des dernières semaines. Bon, ben, ce n'est qu'un début. Puis de notre côté, ça va vraiment nous faire plaisir de continuer de suivre les développements de ce bel échange que vous avez eu. Puis pour les curieux et curieuses, en fait, les extraits sonores et visuels dont tu parles sont disponibles en ce moment sur la page web de Transculture notamment. Donc, ce sera possible déjà d'en apprécier quelques extraits. Et vous allez aussi avoir quelques extraits à venir, si ce n'est pas déjà sur le site Internet, c'est à venir, de l'exposition qui a eu lieu
à distance. On a monté une exposition qui a été malheureusement ouverte seulement 3 jours au public puisque le confinement a forcé la fermeture de la galerie de la Chambre-Blanche. Par contre, il y a des superbes captations vidéo de l'installation en galerie qui ont été faites et plusieurs très belles photographies aussi d'un de nos grands photographes du Québec, Bambinet, qui a fait le tour de la salle d'expo. Donc, il y a quand même un contenu, une documentation visuelle intéressante qui donne un avant-goût de ce qui sera éventuellement réalisé. Bon, ben génial. Merci beaucoup, Anne-Sophie. On aura l'occasion d'en discuter davantage aussi, d'entendre finalement le côté de l'histoire d'Alain Vergifos lors d'une seconde entrevue. Puis voilà, merci beaucoup, Anne-Sophie, de t'être jointe à nous. Puis au plaisir de te recevoir une prochaine fois à l'émission en présentiel, on l'espère. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, bonjour. Donc, je reçois Alain Vergifos ici avec moi. Bonjour, Alain. Bonjour, Hugues. Ça va bien? Ça va très bien. Il fait beau. C'est un beau jour, une belle journée. Oui, donc pour celles et ceux qui nous écoutent, là, Alain, je reçois Alain directement de la Belgique. Je reçois Alain en fait pour sa résidence Flux et Densité qu'il a fait à la Chambre-Blanche qui a cours en fait depuis le mois de novembre, si je ne m'abuse, les premiers balbutiements de cette résidence. Sans s'attarder plus longuement là-dessus, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a mené à faire cette résidence à la Chambre-Blanche? Une des spécialités du Québec qui m'intéresse en tant qu'artiste, c'est la photonique. Je me suis rendu compte que aussi bien à la ville de Québec qu'à Montréal, il y avait beaucoup de laboratoires autour de l'optronique et la photonique. Et moi, en tant que musicien et vidéaste, je m'intéresse au phénomène vibratoire pur. Donc, le son en tant que phénomène vibratoire de l'air, donc des changements de pression de l'air, et la lumière en tant que vibration électromagnétique qui circule dans l'air. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je centre mon travail là-dessus. Voilà, c'est la motivation, disons, artistique, c'était ça. Oui, puis pour rebondir en fait sur ça, comment cette résidence-là s'inscrit en fait dans ta pratique plus largement là, sur le son et sur la lumière? Eh bien, c'est super important pour moi de pouvoir accéder précisément à ce genre de laboratoire parce que ce sont des laboratoires très sophistiqués. Donc, il y a des outillages très sophistiqués en optique dont je ne dispose pas. Et donc, j'ai fait ici chez moi un prototype de ce que je voulais faire avec des petites optiques très banales, des petits cubes dichroïques pour un petit peu montrer ce que je voulais faire au Québec, et c'est ce qui a fait partie de l'exposition. J'en ai fait 2 ou 3 œuvres. Mais l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin avec les laboratoires en optique et en photonique. Oui, donc c'est ça, il y a vraiment Moi, c'est des termes que je ne connaissais pas, en fait, toute c'est des termes qui se rattachent au son, à l'étude du son? À la lumière, non, plutôt à la lumière. Donc, c'est vraiment l'étude de la lumière dans toute son extension. Et l'optronique, c'est le mélange de l'électronique et l'optique. Moi, j'ai passé toute ma vie à faire des sons électroniques et le son, ça va, je domine. Ça fait 35 ans que je suis là-dedans, ou 40 même. Et j'adore. Mais de façon naturelle, j'ai passé du son à l'image, mais dans un sens tout à fait musical. Donc, je considère mes images comme des musiques, j'appelle ça des musiques rétinales. Donc, c'est la musique qui entre par les yeux, quoi. Donc, c'est très abstrait, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de choses qui se reconnaissent, sauf que
Donc, j'ai deux façons de les faire. Donc, d'un côté, je les fais artificiellement avec des moyens électroniques et informatiques, mais je regarde aussi la nature avec des microscopes, des loupes et voilà, des distorsions optiques pour Sur, faire sur la vraie nature, quoi. Donc, j'utilise voilà, en physique. J'ai envie de sortir du virtuel parce que, bon, les outils informatiques n'ont pas de limite. C'est très bien, c'est merveilleux, mais j'ai un attachement à la réalité. Et surtout dans ces temps de Covid où tout est obligé, tout est obligatoirement virtualisation, et ben, j'essaie de résister en m'attachant le plus que je peux espèce de repos. Oui, à la physicalité des objets. Et voilà. C'est magnifique, en fait, le rendu que ça donne, là, quelques images que j'ai pu avoir de ta production, en fait, là, ça se rend super bien. Et sinon, par rapport, si on revient à la résidence, est-ce qu'il y a un apprentissage ou une découverte en particulier qui a marqué lors de cette résidence-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti particulièrement, qui a été particulier, là? Oui, bah déjà, rencontrer Anne-Sophie Blanchet, ça a été formidable parce qu'on a des discussions absolument formidables, très profondes sur l'art, la philosophie, sur la science, d'un côté, mais aussi d'un autre, c'est qu'à travers elle, on a contacté des scientifiques. Okay. Voilà, on avait l'intention de leur demander d'aller travailler physiquement, mais ça n'a pas été possible à cause du Covid, mais au moins on a eu des discussions et on continue à en avoir d'ailleurs avec voilà, des opticiens, enfin des photoniciens pour ainsi dire, vraiment des scientifiques de la lumière, et puis aussi deux biologistes dont on doit encore parler avec un, avec qui on a parlé de luminescence, bioluminescence, chimioluminescence. Donc, on a découvert des portes ouvertes. On a essayé d'ouvrir des portes pour pouvoir produire dans le futur ce qu'on avait l'intention de produire physiquement. Mais bon, donc finalement, c'est une résidence de recherche. Donc, on a fait cette recherche et dans un futur, on espère qu'on va pouvoir vraiment aller là-dedans. J'espère pouvoir travailler avec, voilà, avec des produits chimiques et des objets optiques pour pouvoir créer des nouvelles images en m'inspirant de la nature, en m'inspirant de ce qui, voilà, les chromatophores, par exemple. Donc, on regarde une sèche ou un poulpe, c'est merveilleux. C'est comme un écran c'est comme un écran oui, c'est ça. Multicolore. Et j'ai envie de jouer, même j'aimerais bien faire un jeu, lui montrer, parce qu'il y a des jeux avec les petites sèches. Alors, comme elles imitent ce qu'elles voient, ben, peut-être que si je lui montre mes images, peut-être qu'elle va essayer de faire du feedback. Je vais essayer de faire un feedback biologique, électronique, voilà, physique. Oui, puis si je rebondis sur cette idée-là de projet futur, là, est-ce que, parce que la résidence, comme j'ai dit au départ, elle a commencé en novembre, mais elle se termine supposément en début mai, oui. officiellement. Est-ce qu'il y a une finalité? Est-ce qu'il y a... qu'est-ce que vous... Quand je dis vous, je parle aussi de Anne-Sophie, là, mais qu'est-ce que vous espérez en tirer de cette résidence à terme, là? Eh bien, bon, on avait prévu faire une exposition de ce qu'on allait faire. On a fait l'exposition à une date un petit peu voilà, au milieu du Covid, donc personne ne l'a vu. Mais elle a servi d'excuse pour nos discussions au moins. Et ces discussions-là aboutissent sur un texte et sur une qu'Anne-Sophie est en train de développer. Et de mon côté, ça aboutira certainement plus tard à une nouvelle production dont je dois encore trouver les moyens. Mais c'est un petit peu ce que je peux en tirer. Donc, le fait de ne pas faire une résidence présentielle limite énormément tout ça. On fait ce qu'on peut via interposer, via télétravail. Mais c'est un monde que moi,
je m'y entends pas du tout. C'est Oui. pas du tout. Ça me satisfait absolument pas. Donc, Mais le temps, voilà, il y a le temps de la résidence en elle-même qui nous sert à cette recherche. Mais cette recherche est le fondament d'une production future qui devrait se développer. Donc, on espère qu'à terme, vous allez pouvoir venir au Québec. Oui, dès que les frontières sont ouvertes, moi j'ai ma vaccination, moi, je saute sur l'avion. Ou s'il le faut en pédalo, moi je veux voir le Québec. C'est clair. On serait très heureux de t'accueillir parmi nous à travers la Chambre Blanche et autres maisons d'artistes. Donc, c'est déjà terminé pour cette entrevue speed dating comme on voulait le faire. Donc, merci beaucoup à toi encore d'avoir joué le jeu et d'être passé me voir. Merci beaucoup à toi et à une prochaine. À la prochaine. Ma prochaine date, c'est Philippe Tremblay. Philippe Tremblay qui est en résidence à l'Œil de Poisson depuis le mois de mars, en fait. Une résidence de recherche-création qui va se terminer le 7 mai prochain et qui a duré, c'est ça, là, un bon 2 mois. Philippe, toi, tu es un artiste en art visuel tout nouvellement et tout fraîchement sorti de l'université. Tu viens de terminer un bac à Concordia et tu es à Québec en ce moment pour faire une résidence qui est vraiment de création dans les ateliers de l'Œil de Poisson. Mais est-ce que tu peux nous dire, avant de nous parler plus en détail de cette dite résidence, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette résidence-là? Qu'est-ce qui t'a amené à déposer un dossier, à être choisi? Comment ça s'explique tout ça? OK. Premièrement, salut, Sylvia. Allô! J'ai pas eu le temps de te le dire. Fait que j'ai déposé un dossier quand je savais que mon bac allait finir l'année passée à Concordia. Puis l'Œil de Poisson, ça a été une place quand même marquante quand je faisais mes études au Cégep Sainte-Foy. C'est comme ma première porte d'entrée en art actuel, puis plus en performance, puis aux dérive de ce que l'art peut être ou devenir. Puis ça a toujours resté vraiment proche dans ma tête. Un jour, j'aimerais ça faire quelque chose à l'Œil ou j'aimerais ça comme reprendre contact avec le réseau d'art à Québec. Fait que c'est vraiment ça, quand j'ai vu qu'il y avait un appel de dossier à l'Œil, il y a 1 an, j'ai déposé un dossier. Puis à la base, c'était pour quelque chose qui était plus performatif, puis en vidéo et tout. Mais là, avec la COVID, le contexte aussi, tout a changé. Fait j'ai un peu adapté aussi vers où je voulais aller avec la résidence entre-temps. Mais c'est vraiment ça qui m'a amené à déposer mon projet à l'Œil. Ah, c'est quand même beau, en fait, de voir là, des nouvelles générations de créateurs qui reviennent finalement à Québec pour profiter de nos centres d'artistes. Là, on l'a vraiment brièvement abordé, mais j'aimerais ça qu'on aille dans le fond des choses. Les recherches que tu fais en ce moment à l'Œil de Poisson sont d'ordre plus technique, plus vraiment de l'ordre de la pratique finalement. Mais comment est-ce qu'on peut inscrire cette résidence-là dans tes recherches, dans ta pratique en général? D'abord, peut-on la définir, cette pratique-là? Et ensuite, comment est-ce que la résidence s'inscrit dans tout ça? Bien, je pense que la résidence, en fait, ce qui est vraiment utile en ce moment, c'est que ça m'aide à préciser en dehors du contexte académique c'est quoi ma pratique, justement, parce que, tu sais, au bac, souvent, j'essayais de toucher un peu à tout, autant la performance, la vidéo que la sculpture, que le dessin, puis tout. Puis là, d'avoir vraiment comme ma pratique qui veut aller dans une seule direction, comme dans un projet, c'est vraiment utile pour ça, en ce moment, la résidence. Puis ça s'articule surtout en sculpture en ce moment, puis en installation. Puis j'essaie un peu de définir comme c'est quoi vraiment les matériaux qui m'intéressent, parce que oui, j'aime ramasser des choses, j'aime trouver des choses, j'aime revaloriser des choses à travers ma pratique, mais un peu d'essayer de préciser comme pourquoi je ramasse telle affaire ou pourquoi ça, je vais le construire from scratch avec juste des nouveaux matériaux. Fait que c'était un peu vers ça que je m'en vais en ce moment avec la résidence, d'arriver à définir cette pratique-là, parce que souvent, c'est très, très matériel, c'est très dans le geste fait à la main. Il n'y a pas beaucoup de technologie dans mon travail. Souvent, on va voir les traces d'essais, d'erreurs,
On va voir la fragilité des matériaux. C'est vraiment important de comme, essayer de mettre l'emphase sur la vulnérabilité un peu des matériaux, puis la manière dont les choses finissent par cohabiter ensemble. Puis un peu la précarité de ces environnements-là que j'essaie de créer dans l'espace. Tu as dit en début de phrase, en fait, là, que cette résidence-là te permettait vraiment là, de préciser ta pratique. Quel genre d'action tu peux causer, quel genre d'action tu poses pour définir ta pratique? Qu'est-ce qui t'aide à le faire à l'extérieur d'un cadre académique, finalement? Quand j'ai pas, mettons, de... Tu sais, quand il n'y a pas tu sais, en ce moment, c'est pas une résidence de sculpture, c'est pas une résidence de... Tu sais, il n'y a pas un titre là-dessus comme un cours d'université peut avoir. Fait que là, je me retrouve avec tout ce que j'ai un peu développé puis appris. Puis là, j'arrive à me demander c'est quoi vraiment que j'ai envie de faire. Puis c'est comme ça, surtout, que j'arrive à... Parce que, tu sais, il n'y a personne qui s'attend à quoi que ce soit de moi en ce moment. Fait que c'est ça que je pense qui est le plus utile en ce moment pour préciser ma démarche puis ma pratique. Puis, ouais. Fait que c'est vraiment le fait, en fait, de ne pas avoir de ligne directrice nécessairement qui viennent de l'extérieur. Puis, ouais. Puis je peux déjà dire que je retourne tout le temps instinctivement à vraiment la sculpture puis à l'installation. Puis j'ai l'impression que ce que j'ai développé en dehors de ça, qui était plus performatif ou plus vidéo, installation, j'ai l'impression que souvent ça vient plus complémenter ma recherche sculpturale ou ça va venir plus après une recherche en studio, là. Plus matériel. Puis dis-moi, là, ça fait quand même un moment là, que tu es installé dans les ateliers de l'œil de poisson. Est-ce qu'il y a un apprentissage ou une découverte, un moment, quelque chose qui a été marquant pour toi lors de cette résidence-là et que tu aimerais partager à notre public? Oui, ben le chaos de commencer avec rien. Puis ça, clairement, il y a eu un gros apprentissage parce qu'au début, je partais avec comme le livre de la formidable histoire des fourmis. Puis là, tu sais, on parlait de ça, puis je réalisais que, tu sais, je l'ai même pas lu le livre, puis c'était vraiment juste comme partir d'une étincelle. Puis après ça, j'ai utilisé comme les 2 premières semaines pour comme déclencher plein d'étincelles, puis plein d'affaires. Puis je me retrouve avec comme une espèce de panoplie de petites idées, puis de choses qui ont du potentiel, mais avec rien au final vraiment non plus. Puis c'est d'arriver un moment donné à déclencher cette fouille-là, mais d'arriver à le mettre sur pause un moment donné, prendre du recul, puis essayer de comprendre, tu sais, c'est quoi qui ressort, puis c'est quoi la ligne directrice avec ce que j'ai fait avant, puis tout. Puis il y a aussi, j'ai fait du moulage, en fait, de cœurs de pommes que j'ai trouvé, que je m'étais jamais vraiment adonné à faire du moulage. J'avais comme un genre de trouble de position avec le moulage pendant on dirait que c'est fallait trop que je fasse du moulage que je voulais pas en faire. Puis là, j'ai décidé de me lancer avec ça grâce à l'aide de Magali d'ailleurs. Directrice artistique de l'œil de poisson. Oui, exact, qui m'a donné des bons conseils pour mouler mon cœur de pomme. Puis là, je me retrouve aussi avec le fait j'ai un moule de pommes, puis je pense que les pommes que je trouvais séchées sont plus intéressantes que la pomme qui va être moulée. Mais au moins, j'ai développé mes techniques de moulage. Puis donc, je comprends là, que toi, tu es arrivé dans cette expérience-là un peu en disant « j'essaye des affaires, je teste les limites ». C'est un beau terrain de jeu que tu as là. Mais là, en tant qu'historienne de l'art, moi, je vais te ramener à l'ordre et je vais te poser une question. Oui, mais comment est-ce que tu veux finir, finalement, cette résidence-là? Est-ce qu'il y a une finalité à cette résidence-là? Où est-ce que ça va t'amener, finalement? Ouais. Ben, je pense que j'ai besoin justement d'être comme aux 3/4 de la résidence, proche de la fin, pour arriver à vraiment comme contenir mes idées puis contenir où est-ce que ça va aller. Mais là, il va sûrement avoir une exposition pour la prochaine, dans la petite galerie de l'œil de poisson dans la prochaine année. On ne sait pas encore les dates exactement, mais ça, déjà, ça m'a vraiment aidé de savoir qu'il y avait un espace en particulier qui allait accueillir mon travail. Fait que ça m'a vraiment aidé à comme préciser une idée, puis essayer de trouver un fil conducteur qui allait comme faire que tout devient un peu plus cohérent. Puis c'est vraiment dans l'installation aussi de tous ces essais-là, parce que je pense qu'ils sont tous pertinents, puis ils se répondent tous un peu entre eux, sauf que c'est vraiment dans l'installation, puis en galerie, j'ai l'impression que ça fait le plus de sens. Fait que c'est vraiment pertinent d'avoir une finalité comme une exposition pour mettre le travail en cohérence ensemble. Puis
Puis il va peut-être aussi avoir un petit Zoom conférence à la fin de la résidence. Donc, on est confortable pour l'instant. On s'attend à voir ton travail arriver dans les prochains mois, les prochaines semaines. Ouais. Mais dans tous les cas, on te suit sur Instagram. D'ailleurs, la semaine dernière, tu as pris d'assaut le compte Instagram de L'Œil de Poisson. Donc, c'est encore possible d'aller voir le travail que tu as fait. On te suit sur toutes les plateformes. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour toi, mon cher. Mais on va suivre ta pratique dans le futur. Merci beaucoup, Philippe Tremblay. Merci beaucoup à toi et à toute l'équipe. Je me retrouve sur Zoom avec l'artiste Camille Cyr qui, tout récemment, a fait une résidence chez Engram, une résidence guérilla, du 29 mars au 11 avril dernier. Camille Cyr, c'est une artiste de la relève de Québec qui œuvre notamment en peinture, en sculpture et en photographie. Puis, le nom qu'elle a donné finalement à ses recherches lors de cette résidence chez Engram, c'est quoi l'adresse déjà? Donc, déjà là, ça nous évoque plein de choses, puis on va pouvoir en discuter davantage. Je voulais te demander, Camille, premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette résidence? Oui, ben, tout de suite, Engram, on s'entend que je viens de Québec, fait que bon, c'est quand même un centre qu'on connaît assez bien. Puis quand ils ont fait le rappel guérilla, moi, ça m'a quand même beaucoup titillé. J'aime quand même beaucoup ça quand c'est des alternatives de diffusion hors mur. Là. Donc, je pense que c'était pas mal le petit point qui m'a allumé à prime abord. Puis que c'est une formule qui est finalement peut-être un peu plus libre que d'autres structures de résidence qu'on pourrait voir. Ouais, ben, c'était plus que je trouvais ça plus intriguant de me dire bon, ben, il n'y a pas de galerie, il n'y a pas de mur blanc, on va aller jouer dehors, on va aller jouer à quelque chose. Là. Puis, ce titre que tu as donné à ta résidence, c'est quoi l'adresse déjà? Ça nous évoque l'idée de l'habitat, de la maison. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi ton intention ou la question que tu t'es posée en entrant dans cette résidence-là? Oui, ben, déjà en partant, j'avais quand même une petite idée, j'avais un plan de match. Là. Puis bon, à la base, moi, je traite beaucoup du thème de la banlieue, si on veut. J'habite en banlieue, je viens de la banlieue. C'est comme quelque chose qui est très récurrent dans ma pratique. Puis bon, cela, c'était surtout par rapport à la vie de quartier, si on veut, puis surtout la structure des quartiers, puis comment ces quartiers-là se fabriquent. Puis ça en est devenu comment les maisons se fabriquent, puis les résidus autour d'eux. Fait que, bon, je suis allée prendre une marche autour de chez moi, puis j'ai comme commencé à ramasser des déchets, là, dans le fond, de nouveaux quartiers qui sont en pleine expansion. Là. Puis parce que tu te rends compte que quand ils construisent des maisons, ben, il y a plein de bouts d'emballage, puis des 2x4, puis des petits bouts de béton, puis plein de petites cochonneries, là, dans le fond, là, qui partent au vent ou qui se ramassent sur le bord de la route. Là. Donc, on comprend que ce sujet ou cette thématique de recherche et de matériaux, finalement, ça s'inscrit de manière plus large dans ta pratique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta démarche en tant qu'artiste, en sachant que chez Engram, tu es allé pour travailler de la sérigraphie, mais tu travailles aussi d'autres médiums. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, ben, moi, à la base, je suis formée comme sculpteur. Fait que, c'est sûr que c'est toujours l'objet final qui m'intéresse plus que si on veut l'objet dans l'espace. Mais bon, sinon, j'avais un peu essayé de la sérigraphie, puis j'avais vraiment envie de pousser là-dedans. Puis je trouvais que l'idée de l'estampe, puis tout ça, ça se prête beaucoup au jeu de ce travail en série. Hein. Puis ça, c'est toujours quelque chose que j'explore énormément. Là. Combien de fois je peux répéter le même objet jusqu'à ce que je sois tannée ou que ça porte plus de bon sens. Là. Fait que, c'était vraiment dans cette optique-là, par rapport à ma démarche, que là, la sérigraphie est entrée en jeu. Hein. OK, oui. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler ou nous raconter finalement l'anecdote d'un apprentissage ou d'une découverte que tu as faite pendant ton expérience de résidence? Oui, ben, je pensais que j'allais être meilleure que ça en sérigraphie, là, sincèrement. Là. Je pensais être comme capable de vraiment produire
Genre, j'avais acheté une petite enfant, c'est sur du papier d'imprimante en plus. C'est un peu drôle là, de faire de la sérigraphie là-dessus. Mais j'ai acheté un paquet de 1000 feuilles en me disant que j'allais passer au travers facilement. Puis finalement, rendu à moitié, j'étais plus capable. Là. C'est vraiment beaucoup de feuilles. Hein. C'est surtout ça. J'ai un peu mal géré mon rythme de production, je pense. OK, parce que le processus, finalement, était plus chronophage que tu l'avais imaginé? Ouais, ben tu sais, c'est que là, je me suis ramassée à faire plein de petites séries, à même une série, puis là, tu sais, je pense que c'est comme devenu un peu trop compliqué pour... je me suis trop compliqué la vie, mais bon, ça sert un peu à ça aussi, là. Mais oui, absolument. Puis là, avec cet ensemble de nouvelles images produites pendant ta résidence, qu'est-ce que tu espères en tirer comme finalité éventuelle? Ben, la finalité est déjà faite là, en soi. Là, j'ai fait des petits catalogues avec, qu'ensuite j'ai distribués gratuitement, là, si on veut, en ville. Je les ai laissés dans des présentoirs à journaux, hein, puis à magazines, tout ça, là, qui se trouve être un peu mon bout guérilla, là, si on veut. Là, c'est vraiment des petits espaces sous-exploités. C'est sûr que là, bon, avec le confinement puis la COVID, j'ai été un petit peu plus restreinte que j'aurais voulu, là, mais j'ai quand même réussi à faire quelques endroits que c'est tout ça. Donc là, ça fait déjà deux semaines finalement que la résidence s'est terminée. Est-ce que tu penses que si on cherche bien dans le quartier Saint-Roch, on pourrait réussir à en trouver encore des copies? Ben, je sais qu'il en reste un à un endroit. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Hein. Je sais qu'il en reste un là, puis sinon, les autres, je ne sais pas, je pense qu'ils ont peut-être disparu. Là. Ça a parti quand même assez vite. Là. J'ai juste réussi à en faire à peu près une trentaine, puis après ça, bon, j'en ai laissé chez Engram, puis moi, je m'en suis gardé 2. Là. Fait que ça part vite dans ce temps-là. Bon, ben, il y a quelques chanceux et chanceuses qui ont pu faire une découverte inattendue avec ce catalogue. Ben, merci beaucoup, Camille Cyr, de t'adjoindre à nous pour nous parler un peu de cette résidence que tu as fait chez Engram. Si on veut suivre tes projets dans l'avenir, est-ce que tu as un site web ou une page sur les réseaux sociaux qu'on pourrait suivre? Oui, mais tu sais, j'ai un Facebook là, avec mon petit nom, puis un Instagram aussi, là. Fait que ça fait pas mal le tour, là. Sinon, je suis toujours retrouvable. Bon, ben excellent. On va s'assurer de tout partager ça sur notre infolette de la semaine. Merci beaucoup, Camille. Ben, merci à toi. Hein. Mais pour vous dire, oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour de nos vies, à l'est de vos empires. Let's have a bizarre celebration.